Ouais, c'est bon. Ok, super. Bonjour à tous. Alors nous allons aujourd'hui vous présenter l'aventure de l'équipe Blablacar dans sa quête du Saint Graal de l'agilité. De son bafouillant début en Scrum jusqu'au temple de la sagesse cachée du Kanban. À travers les eaux tumultueuses de la transition agile. Et pour faire ça, je vous présente François, qui nous a rejoint chez Blablacar en tant que coach agile en 2015. Et Nico, qui a rejoint Blablacar en 2014 en tant qu'engineering manager. Premier épisode, Raiders of the Lost Post-it. On va commencer avec un tout petit peu de préhistoire en fait sur l'équipe de Blablacar. Ça a commencé en 2012, on va dire, avec une équipe assez petite, 5 développeurs, un project manager, 3 products. On va dire qu'à ce niveau-là, voilà, on a une petite réunion de matin, mais c'est assez simple, on s'assigne les tâches directement, c'est assez agile par essence. Donc ça se fait assez bien. Mais très vite, on va grandir, l'équipe va augmenter de 10 à 15 personnes, et là, on ne peut plus tout à fait faire la même chose, il faut qu'on soit un petit peu plus organisé. Donc on va faire un premier essai. Et on va dire, bah tiens, on a entendu parler de Scrum. Scrum, c'est des stand-up, enfin c'est des trucs comme ça le matin, quoi. C'est simple, donc on va faire ça. Le problème, c'est que finalement, ça apporte pas grand-chose. On n'a pas vraiment oui, on a plutôt toujours les mêmes problèmes en réalité. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'être un peu en waterfall. On a toujours un mur entre la tech et le produit. Enfin, ça marche pas en fait. Ça marche pas. Et donc nous, en toute modestie, on se dit, bah si ça marche pas, c'est que Scrum c'est de la merde. En fait, c'est bien simple. C'est pas une méthodologie. Et puis nous avons Christian qui arrive, qui se joint à l'aventure en tant que premier engineering manager de Blablacar et qui va apporter un peu un nouveau souffle, un nouvel élan d'espoir en Scrum, en introduisant donc notamment des notions de complexité, d'indicateurs, des choses un peu plus profondes que simplement les stand-up. Et bon, Christian, il est un petit peu taquin parce qu'en fait, chaque semaine, en fait, il compare un peu la vélocité de chaque développeur en disant, bah voilà, toi t'as fait 5 tickets, c'est super, toi 3, peut mieux faire. Voilà, c'est sympa, mais ça met une ambiance un petit peu particulière dans l'équipe. Et on sent bien quand même que là, on est en train d'aller un peu droit dans le mur, on est en train de scier un peu la branche sur laquelle on est assis, ou plutôt le pont sur lequel on se trouve. Donc, on va faire un deuxième essai, un petit peu plus construit. Et là, cette fois, on va vouloir un petit peu... on est retourné voir Francis, notre CTO, pour lui demander un petit peu qu'est-ce qu'il voulait qu'on accomplisse. Et on a eu 3 objectifs. Le premier, c'est de se dire, bah voilà, on veut pouvoir récompenser le travail qui est fait dans l'équipe technique, en tout cas le faire plus encore qu'avant, mais aussi apporter un peu de vision dans ce qu'on veut faire dans cette équipe-là, et d'arriver à communiquer ça en interne. Donc on va en fait rebooter un petit peu le truc, on va avoir Christian du coup qui va devenir un peu une personne identifiée pour porter un petit peu ce projet-là. On va se faire aussi un petit peu aider de quelqu'un de chez Théodo, voilà, à temps partiel, pour un petit peu voilà nous apporter un peu de légitimité. Et on va surtout essayer de s'attaquer plus de mieux comprendre la philosophie qu'il y a derrière ça, et pas simplement des outils, quoi, des process ou des choses comme ça. Donc on va en fait appliquer le Scrum Guide by the book, vraiment littéralement. Assez simplement. Et du coup, voilà, on applique ça. Du coup, tu parlais de philosophie, Nico, c'est aussi un moment où on a une sorte de changement de paradigme, où on se dit, ok, les problèmes, c'est pas forcément fondamentalement mauvais, ça fait quoi une valeur qu'on a chez Blablacar qui s'appelle Fail, Learn, Succeed, et on va se dire, en fait, c'est plutôt sain d'avoir des problèmes, dans la mesure où on les identifie tôt, et où si on fail, on le fait rapidement, et on apprend de nos erreurs. Donc c'est parti, on se lance, on fait du Scrum vraiment classique, pas des stand-up, des sprints d'une semaine, assez classique. Je dirais la seule petite particularité qu'on avait, c'est contrairement au Scrum classique où normalement on met en prod à la fin d'un sprint, on fait une démo et on met en prod, nous on avait un flux de continuous delivery qui fait qu'en fait la definition of done d'un ticket c'était en production. Donc en fait une fois fait directement en production même au cours du sprint. On avait également des boards physiques assez classiques, voilà, comme celui-ci, où on pouvait trouver, avoir en fait un état un peu de santé de l'équipe, de voir où l'équipe en était, comment elle progressait, et puis d'avoir des indicateurs aussi sur la bonne santé du sprint. Est-ce qu'on est en avance, est-ce qu'on est en retard, voilà, un petit peu toutes ces choses-là. Et ça marche. Cool, ça marche, ça commence à porter un peu ses fruits. Ça commence à porter ses fruits, et on passe aussi un peu de cette notion de comparaison de vélocité individuelle à des notions de vélocité d'équipe pour avoir une meilleure prédictibilité, donc des choses un peu plus saines, et on passe aussi par des phases où on se dit que c'est peut-être bien de pas trop comparer la vélocité des équipes, puisqu'en réalité d'une team à l'autre, ça peut vouloir dire des choses assez différentes en fonction du contexte de chaque team.
Donc ce second essai, ça marche plutôt pas mal, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On commence vraiment à avoir des équipes qui sont très impliquées dans ce qu'elles délivrent. On a une bonne visibilité sur ce qui se passe dans les équipes et ce qu'on va faire. Enfin voilà, on a vraiment des wins. On formalise un peu mieux ce qu'on fait. On est plus dans une approche de coaching des gens plutôt qu'une orientation très directive, managériale classique, je dirais. Donc il y a des choses qui fonctionnent, et puis il y a des choses qui fonctionnent pas encore très bien, on sait pas trop comment encore les craquer. Par exemple, on a des prod issues, et les prod issues c'est prioritaire, ça doit être corrigé le plus vite possible, mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour intégrer ça dans un sprint, alors que le sprint est censé être figé, ça risque de tout casser, donc voilà, comment est-ce qu'on va gérer ça? Et ce qui nous conduit à notre deuxième partie de Process of Doom. Alors rassurez-vous, c'est pas si moche que ça en a l'air, ça va plutôt bien se passer. Donc mi-2015, on introduit Kanban dans un certain nombre d'équipes. Donc on fait vraiment cette transition de Scrum vers Kanban, donc une approche vraiment plus en flux, qui globalement va nous permettre de mieux répondre justement à nos problématiques de run, va nous permettre d'alléger aussi un certain nombre d'éléments venant de Scrum qui n'étaient pas toujours très bien vécus par les équipes, notamment des sessions de poker planning un peu à rallonge, et où au final on ne savait plus trop où était la vraie valeur de ce type de meeting qui s'éternise. Voilà, donc globalement, en passant à Kanban, on va répondre à un certain nombre de soucis qu'on avait avec Scrum, mais globalement, on va en découvrir d'autres et se dire que finalement, il y avait des choses dans Scrum qui étaient pas mal, notamment en termes de visibilité, de sprint goal. Donc pour le PO aussi, c'était un peu, tiens, quand est-ce que ma feature va finalement pouvoir être dispo. Donc voilà, on a un peu ce phénomène aussi de mode, qui est de se dire tiens, comment ça a l'air chouette, il y a d'autres teams qui essayent, donc on va se lancer aussi, essayons, etc. Et voilà, on est un peu à mi-chemin entre ok, on a des wins, il y a aussi des choses qui fonctionnent moins bien, donc on est en plein dans une réflexion là-dessus sur comment finalement faire en sorte d'optimiser tout ça pour que ça fonctionne pour tout le monde. Mais du coup, là, on simplifie, c'est bien gentil, mais à force de simplifier, on risque pas un peu de retirer un peu la substantifique moelle un peu de ce qui fait Scrum ou Kanban d'ailleurs. Alors on va pas aller tout de suite sur le terrain trop philosophique, mais en effet c'est un bon questionnement. Ce qui se passe en parallèle de ça, je reviendrai un peu après pour répondre à la question. Ce qui se passe en parallèle de ça, c'est que je rejoins la team mi-2015, donc vraiment en tant que premier coach agile full-time sur cette position-là. L'idée étant que précédemment on avait des tech managers qui étaient chacun impliqués en tant que Scrum Master dans leurs équipes. Et voilà, moi j'arrive vraiment sur une posture un peu différente, aussi avec une approche davantage de facilitateur, puisque pas de relation hiérarchique avec les gars dans les équipes. Dans notre périple, toujours un peu Kanban, Scrum, etc., on se dit que finalement, ça pourrait être sympa si on gardait juste le cœur de Scrum et qu'on ajoutait les éléments de Kanban qui nous semblaient sympas, donc notamment la capacité à mieux traiter le run, finalement s'affranchir un peu de ces sessions de poker planning qui s'éternisent et d'avoir un type d'estimation qui finalement nous correspond plus très bien. Donc est-ce qu'on peut pas garder le cœur de Scrum, avoir une pincée de Kanban, et finalement c'est un truc qui existe déjà. Alors la communauté agile a pensé à tout, ça s'appelle Scrumban. Et est-ce que c'est le meilleur des deux mondes? En l'occurrence, à un moment donné, pour nous, c'était c'est plutôt pas mal, ça a l'air de répondre comme il faut à nos problématiques. Il y a un truc qu'on vous a pas dit, mais que je mentionne simplement, on est passé en cours de route, donc Nico vous montrait tout à l'heure le joli board papier, on est passé en cours de route à des boards Jira, puisqu'on a aussi des teams qui sont distribués. On a une partie de l'équipe tech à Varsovie, en Pologne, d'où aussi le switch Exactement. Sur un outil virtuel. Et du coup, on va, en fait, la question qu'on s'est posée aussi, c'est de se dire, mais est-ce que du coup, là, on a quelque chose dans Scrum Bug qui fonctionne pas trop mal, est-ce qu'on peut pas appliquer finalement ce process à toutes les teams? La question est assez légitime, d'autant qu'on peut se dire, si on déplace du coup un gars d'une équipe à une autre, ça va être assez facile, il sera comme à la maison, il a déjà tout le process est absolument identique. Et en réalité, on s'est assez vite rendu compte que selon les contextes d'équipe, justement, on pouvait avoir des spécificités ou des choses un peu différentes et avoir envie qu'une équipe puisse avoir la liberté de customiser quand même un petit peu son process et de ne pas être sur quelque chose de trop rigide. Ce qui nous a conduit à cette slide, en fait, on a une sorte de socle commun. Donc ça va être en gros ce que toutes les équipes chez Blablacar font.
Ensuite, on a un deuxième layer qui est plutôt, la plupart des teams vont faire ou avoir cet ensemble de choses-là. Ça veut dire qu'on a certaines équipes qui, par exemple, font pas de stand-up parce qu'elles n'y trouvent pas de valeur dans leur fonctionnement au quotidien. Et on va avoir un dernier ensemble qui va être un peu plus à la marge. Donc là, c'est vraiment certaines teams qui ont décidé de réintroduire certains types d'indicateurs, par exemple, ou de continuer à faire des sprints démos très localisés, en plus des démos du vendredi global à toute la boîte. Voilà, donc un fonctionnement un peu sur ce mode-là. Et du coup, ça nous amène en fait à notre épisode 3, The Agile Crusade, où on va, là on vous a pas mal présenté un petit peu comment le fonctionnement des équipes, là, à l'intérieur des équipes, comment ça fonctionnait. Et maintenant, on va plutôt se focaliser sur du coup comment est-ce qu'on a fait évoluer aussi l'organisation même de l'équipe, c'est-à-dire comment les équipes étaient structurées pour faire en sorte que ça marche. Donc on a d'abord, en fait, à ce moment-là, on avait trois problématiques assez importantes qu'on voulait résoudre. La première, c'est que on construit des roadmaps, très bien, mais le problème, c'est que ces roadmaps, c'est un calvaire à faire. C'est-à-dire que nos trois fondateurs, ils s'enferment dans une pièce pendant 3 jours, et ils sont là à dire, attends, tel projet, attends, est-ce que si on fait ça au Royaume-Uni, est-ce que c'est plus important que ça en Inde, est-ce que c'est hyper compliqué de prioriser, de dire qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Ça prenait un temps fou, et au final, on n'était pas forcément satisfait de ça. Il y avait aussi un deuxième problème qui était qu'on avait une chaîne de décision hyper longue et du coup, des fois, pour valider un simple bouton, une couleur de bouton, c'est de passer par 3 ou 4 personnes pour être sûr qu'on a bien validé le process. Et puis enfin, comment en fait avoir un ownership côté tech aussi, si en fait les projets arrivent un peu de partout, on les fait, bon ok, on explique pourquoi on les fait, c'est déjà pas mal, mais on n'a pas vraiment d'action sur ça en fait. Et on aimerait pouvoir dire aussi, bah oui, on aimerait bien construire en fait tous ensemble les projets, pas simplement qu'ils viennent d'ailleurs. Donc en fait, on s'est inspiré de ce qu'a fait Spotify là-dessus, une organisation en tribe et en squad. En gros, une tribe, c'est quoi? C'est une équipe qui est l'idée par 3 personnes. Le lead business lead qui va vraiment prendre en charge le pourquoi, qu'est-ce qu'on veut faire en fait. Le tech lead qui va plutôt lui définir comment on veut le faire et quand on pourra le faire. Et enfin, le product lead qui va décrire ce qu'on va faire pour résoudre cette problématique. Et en fait, à l'intérieur de ces tribes, on va avoir une ou plusieurs squads. Et chaque squad, elle est composée d'un ensemble de personnes. L'idée, c'est d'avoir toutes les personnes nécessaires pour faire un projet de A à Z. Donc back-end, front-end, mobile, d'essayer d'avoir toutes les personnes ensemble. On y arrive la plupart du temps. Il y a quand même des profils comme QA, Data Analyst ou UX qui vont être mutualisés parce qu'on n'en a pas forcément assez pour mettre dans toutes les squads. Mais l'idée, c'est ça. Et du coup, on a construit 6 tribes, en fait, qui représentaient un peu les 6 piliers de Blablacar à ce moment-là, avec une ou plusieurs squads dans ces tribus. Et on avait en fait des équipes transverses en fait qui venaient un peu travailler avec chacune de ces tribes-là. Chaque tribe étant après avait un sponsor en fait parmi nos fondateurs qui était un petit peu la personne qui allait suivre un petit peu cet objectif-là. Au niveau des principaux avantages, alors on en a vite quand même constaté certains, donc le fait d'avoir les gens réunis en tribe et le fait qu'ils partagent la même mission, du coup ça générait pas mal de choses, notamment dans le process de construction de roadmap qui était pour le coup moins top-down, mais où chacun se sentait quand même plus impliqué. Ça a participé aussi à réduire évidemment les chaînes de prise de décision, donc ça c'est les bénéfices assez immédiats. Et le dernier, c'est évidemment, si on essaie d'avoir des teams les plus autonomes possibles, ça permet de réduire les dépendances. Alors je dis bien réduire, et pas supprimer, malheureusement, mais c'était quand même une première bonne étape. Et du coup, en fait, le problème de ça, François, c'est que là, on a des gens qui sont des experts dans leur domaine, des développeurs Android, par exemple, ou iOS, et le fait d'être dispatchés dans les équipes comme ça, est-ce qu'ils risquent pas de perdre un peu leur expertise et de se retrouver un peu isolés? Alors c'est un risque, et pour le coup, on s'est encore librement inspiré de Spotify qui avait pensé à tout. Donc en gros, ils ont introduit 2 notions, celle de chapter et celle de guild. Je ne sais pas si vous êtes très familier avec ce type de modèle-là, mais en gros, l'idée c'est simplement qu'il y a un chapter, ça va être toutes les personnes d'une même expertise métier qu'on regroupe et qui vont pouvoir bosser sur des sujets transverses et des sujets communs en termes d'expertise métier. Donc typiquement tous les front-end ou tous les devs Android. Par exemple, et une guilde, ça va être quelque chose d'un peu plus étendu, donc au lieu de regrouper les gens par expertise métier, on va les regrouper plutôt par centre d'intérêt, donc typiquement ça peut être des choses comme l'agilité, la qualité du code, ce genre de choses, où on peut étendre un peu et finalement pas avoir les gens d'une seule expertise métier. Mais du coup, il y a toujours un petit peu de place pour les améliorations, hein. C'est un petit peu notre credo. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut aussi améliorer un petit peu le fonctionnement de ces tribes.
Et en fait, pareil, pour faire ceci, on part un peu des problématiques que l'on rencontre et qu'on aimerait résoudre. Donc une première, c'est vraiment la partie, une partie sur l'ownership, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des bugs ou des micro-projets qui se retrouvent pas vraiment dans une de ces tribes, c'est-à-dire c'est pas vraiment du Go, c'est pas vraiment de la monetize non plus, c'est rien, et en fait du coup ils se retrouvent un peu orphelins ce problème-là, et donc personne ne le traite. On a aussi un problème en fait, comme dans chaque tribe ou chaque squad, on peut toucher à l'ensemble de la plateforme, on peut se retrouver parfois à toucher aux mêmes parties que les autres, en fait. Et du coup, ça implique beaucoup de synchronisation, parce qu'il faut être sûr que si on touche une même partie, on ne le fasse pas au même moment, ou en tout cas qu'on le fasse de manière concertée. Et puis enfin, on a une dernière problématique qui est de se dire comment est-ce qu'on traite des refontes techniques, par exemple, de l'application iOS, comment est-ce qu'on traite ça quand c'est quelque chose qui est transverse à tous et que en fait chaque tribe elle a déjà sa roadmap qu'elle a construite, alors du coup comment est-ce qu'on fait pour s'intégrer là-dedans? Alors en parallèle de tout ça, c'est aussi en 2016 qu'on va décider de faire un peu grandir la team agile et qu'on va avoir vraiment une team dédiée de coachs. Donc aujourd'hui on a, avec toujours ce même objectif d'accompagner les équipes et les engineering managers, de les soulager un peu du poids de ce rôle-là pour certains d'entre eux. Donc aujourd'hui, on a 3 coachs agiles et demi, donc 3 full-time et une part-time, d'où le et demi. Et du coup, ça va être aussi, comme d'habitude, est-ce qu'on peut, avec votre arrivée, essayer d'identifier les problèmes le plus tôt possible? Exactement, avec l'arrivée d'une team, on s'est aussi penché sur comment est-ce qu'on peut avoir des indicateurs un peu plus transverses, donc pour le coup pas forcément localisés à une équipe, mais qui sont un peu représentatifs de comment vont les équipes au global. Et on a introduit quelque chose qui a aussi été un peu soufflé par le modèle Spotify, qui est le Squad Health Check. Donc très basiquement, c'est un petit workshop qu'on déroule dans les équipes chaque quarter. Chaque team member va avoir un feu vert, un feu orange, un feu rouge. On a une douzaine de questions sur des critères qui peuvent aller du process de la team à la facilité de livrer en prod, en passant par la mission de l'équipe, enfin voilà, un peu ce genre d'éléments-là. Et ça va nous permettre d'avoir ce type de panorama sur l'ensemble des équipes. Donc voilà, une petite photo à un instant T de comment vont les équipes, est-ce que c'est plutôt vert ou rouge. Ça nous permet donc d'identifier évidemment des sujets un peu transverses qui sont globalement douloureux pour un peu toutes les équipes, donc avec des points d'amélioration à apporter vraiment en transverse. Et ça nous permet également de se focaliser sur certaines squads qui visiblement peuvent être plus en difficulté que d'autres, et typiquement ça peut nous aider à prendre certaines décisions. Si on prend l'exemple d'une squad où le point délivrer de la valeur, la mission, ce genre de choses sont foncièrement dans le rouge, on peut se dire peut-être que finalement cette team est pas bien, a pas une bonne dynamique, et peut-être qu'il faut la revoir un peu différemment. Enfin voilà, ça peut nous amener aussi à être un élément de plus dans l'organisation à prendre en compte dans l'organisation des teams. Et c'est du coup ce qu'on a un petit peu fait en fait, c'est qu'en fait ce genre d'outils nous a permis de mettre en lumière parfois des équipes où on se rendait compte que par exemple elles travaillaient sur des projets ou des thèmes qui étaient moins prioritaires que ceux d'autres équipes. Bon, parce qu'elles avaient leur ligne à supporter, on va dire, mais voilà, ça faisait partie de tout. Et du coup, il y a un sentiment de frustration de se dire, moi, je fais un projet moins important que les autres. Donc, en fait, on a un peu rabattu les cartes, on a rechangé un petit peu cette organisation, on l'a simplifiée, pour arriver à cette organisation-là où on n'a plus que 3 tribes. Vous remarquerez également que, en fait, à la tête de ces tribes, on n'a plus 3 personnes, mais 2 personnes. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ceux qui faisaient le need ou le business et le product ont fusionné, parce que ce sont des problématiques assez proches, en fait, le why et le what. Et du coup, voilà, 2 personnes, une simplification, des équipes un peu plus étoffées du coup aussi, et l'apparition d'une tribe plateforme dédiée à la technique qui va intervenir un peu en transverse de ces autres tribes. On a aussi travaillé sur un changement dans notre manière de faire les roadmaps, justement. On en parlait un peu tout à l'heure, c'était parfois un peu douloureux. Là, maintenant, on est parti sur une idée qui est de se dire, chez BlaBlaCar, on définit une North Star, l'étoile polaire, c'est-à-dire vraiment la vision à très long terme, en fait, et qu'on veut pouvoir dérouler. Cette North Star, elle est ensuite déclinée en un product manifesto. Ça va être plutôt la vision moyen terme à 10 ou 12 mois, qui est voilà, l'ensemble des choses que l'on veut faire pour pouvoir commencer à se diriger dans cette direction-là. Et enfin, ce product manifesto, il est lui-même décomposé en programmes qui peut être à peu près tout, ça peut être technique, produit, n'importe quoi, il y en avait une 60aine. Et l'idée, c'est de se dire, ces programmes-là, ils ont un programme owner qui est responsable de ce programme-là, et on va essayer, on a organisé en fait des kick-off days dans chaque équipe, pour que chaque équipe puisse s'approprier ces programmes-là.
S'approprier, ça voulait dire définir des objectifs key results pour ça, donc des étapes en fait mesurables dans ces projets-là, pour définir des deadlines et essayer de voir en fait les incidences ou les dépendances qu'il pouvait y avoir entre projets. Alors, un très short niveau temps. Du coup, l'épisode 4 d'Indiana Jones, comme vous le savez probablement tous, n'est pas le meilleur de la série, d'où le point d'interrogation à la fin, soyons honnêtes. Du coup, en gros, c'est ce qu'on aimerait un peu éviter. On aimerait passer directement au 5e, et on a de la chance, on n'est pas au cinéma, donc une fois que c'est dans la boîte, on peut encore changer les choses et les faire évoluer. Donc on est toujours en fait dans cette phase-là qui apporte pas mal de questionnements un peu à tous les niveaux, hein, au niveau des équipes, au niveau de l'operating committee, au niveau des managers, des coachs. Donc voilà, un peu un ensemble d'interrogations. Pour certaines questions, on a déjà bien avancé sur le sujet, pour d'autres, pas encore tout à fait. Donc voilà, c'est un peu comment bien positionner le curseur pour avoir une approche et cette vision à long terme, et malgré tout rester agile. Voilà. Et je terminerai par une citation de Dwight Eisenhower, qui est « Plans are useless, but planning is indispensable », qui est dans le contexte un peu plus militaire. C'est l'idée de se dire, quand on va s'engager sur une bataille, on est obligé de définir un plan de bataille, c'est quelque chose d'obligatoire si on veut que ça réussisse, mais par contre, on sait très bien qu'une fois sur place, il va forcément y avoir plein de choses qui vont faire que ce plan de bataille va être complètement chamboulé. Et en fait, on doit toujours rester réactif pour s'adapter à ça et faire en sorte que ça marche au final, même si on sait très bien que c'est pas ce qu'on avait prévu. Merci à tous. Merci. Bonjour. On voit sur la fin que vous avez réduit votre nombre d'équipes totales. Donc au final, vous avez des équipes à peu près réparties comment, de combien de personnes, sur chaque techno. Alors, on reste en fait toujours sur des équipes de, on va dire, 6-8 personnes, mais il y en a certaines qui ont été légèrement étoffées, et d'autres qui en fait se sont créées. C'est-à-dire dans certaines tribes, avant on n'avait qu'une seule squad, et donc là maintenant dans les tribes, on a minimum 2 voire 3 squads en fait. Et juste comment vous faites au niveau des chapters, donc un peu des équipes techniques transverses, à avoir du temps, ou je sais pas, pour partager. Très bonne question. En fait, on a dédié un moment pour ça le mardi après-midi. C'est le moment où les chapters peuvent se réunir en fait. Donc chaque chapter a ce moment-là pour se réunir. En fait, chacun l'organise un peu comme il le veut. Il y en a certains qui vont faire de la revue de code, d'autres qui vont se présenter des choses les uns les autres. C'est un peu selon chaque chapter en fait. Mais c'est un moment dédié pour ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut le prendre en entier, mais en tout cas, voilà, le mardi après-midi, c'est réservé au meeting chapter. Merci. Okay, une question vers le fond ici. Bonjour, on a évoqué le sujet des roadmaps. J'ai une question par rapport à ça. Comment vous les chiffrez? Alors sur les roadmaps, clairement c'est pas facile de les chiffrer, on va pas se mentir. Ce qu'on fait, c'est que on part sur ce qu'on appelle le t-shirt sizing, c'est-à-dire ça va du S, M, L, XL, et en fait on met en regard de ça, small je crois que c'est moins d'une semaine, M entre deux semaines à un mois, plus d'un mois, enfin voilà, ce genre de sizing là. On reste assez macro parce que de toute manière rentrer dans le détail, ça demande énormément de temps. Ça veut dire qu'on connaît toutes les composantes, alors qu'en fait, des fois, on les connaît pas. C'est de la prospection, donc on sait pas trop ce que ça va donner. Et puis surtout, c'est très frustrant parce qu'à partir du moment où on met des dates très figées, on est sûr qu'on va pas les tenir. Donc de toute manière, c'est très frustrant pour tout le monde. Donc on reste sur des choses assez macroscopiques. D'accord. On a une question ici. Quand vous avez commencé les équipes, les tribes, c'est à gauche. Pardon. Quand vous avez commencé les équipes Scribe, Tribe, est-ce qu'elles étaient directement colocalisées? Non. Non. En fait non. On a déjà on a l'équipe technique, on a le hub principal qui est à Paris, mais on a aussi un hub à Varsovie qui est d'un peu plus d'une vingtaine de personnes. Et en fait non, elles n'étaient pas colocalisées. C'est-à-dire que on avait des équipes qui mélangeaient des gens de Paris et de Varsovie. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire dans la mesure du possible, c'est de faire en sorte une squad soit entièrement dans le même espace, dans la même zone géographique, à Paris ou à Varsovie. Mais c'est pas toujours possible en fait, parce que dans une squad, comme je le disais, on a besoin de certains. En fait, à Varsovie, on a surtout des développeurs back-end ou front-end, voilà, et d'ailleurs ou mobile aussi. Mais par contre, on va pas avoir tout ce qui est UX ou data analyst. Donc, on va être obligé à un moment donné de composer un peu quand même. On essaye de faire ça, c'est ce vers quoi on tend, d'avoir des équipes vraiment full autonomes, qui sont géographiquement autonomes aussi. Mais on tend vers ça, on n'y est pas encore.
Et en complément, à l'introduction des tribes et squads, on a fait en sorte que les gens quand même soient assis les uns avec les autres, si c'était le sens aussi que vous mettiez derrière colocalisé. Très bien, merci. Au fond, au milieu. Oui, c'est plutôt une remarque. Hormis la technique, plutôt sur la logique d'ensemble, c'est-à-dire que d'avoir une équipe qui soit, d'avoir plusieurs équipes, je veux dire, qui soient sur chacune des features. Est-ce que je trouve que ça peut enlever ça peut enlever justement aux développeurs une vue d'ensemble et justement une logique d'ensemble et une homogénéité d'ensemble, et d'avoir des teams qui ont un peu leur logique à elles, qui vont dans leur côté, et à la fin du compte, est-ce qu'on peut pas avoir par exemple des problématiques à long terme de projets qui ont évolué chacun dans leur sens et qui peuvent, je sais pas, moi il me semblerait que ça pourrait poser justement des problèmes à long terme de faire matcher justement et de perdre cette homogénéité au fur et à mesure. C'est tout à fait juste en fait. C'est vrai que le fait d'avoir des équipes qui sont sur leurs problématiques font que naturellement on perd forcément un peu moins de la vision d'ensemble. On a mille et une manières d'essayer de communiquer ça à travers différents événements internes pour essayer de communiquer le plus possible la vision globale. Mais clairement, ce qui est sûr, c'est qu'aussi à un moment donné, on doit faire le deuil d'avoir une vision omnisciente. C'est-à-dire de se dire, je suis au courant de tout ce qui se passe partout. On peut plus en fait maintenant. On est pas loin de 500 personnes. On peut plus faire ça en fait. Donc on est obligé de cloisonner ça. Mais par contre, d'essayer de rester cohérent au sein d'une tribe par exemple, ou même, je dirais que les tribes entre elles, on arrive quand même à savoir un peu ce qui se passe à côté. Mais oui, clairement, on perd forcément un petit peu de cette vision-là. Ouais. D'accord, merci. On va s'arrêter là pour les questions. Merci déjà. D'accord.